Avant de faire une pause, on va, si vous le voulez bien, que ce soit, à commencer peut-être par Claire, s'il y a une question dans l'Assemblée qui veut être posée. Sinon, à Philippe Cardon ou à Monsieur Étienne Goulet, vous pouvez lever la main. On va faire circuler des micros. Alors, il y avait, je crois, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez... Donc, bonjour à tous, Marie-Joseph Amiot-Carlin, je suis chercheure en nutrition à Marseille, donc à l'INRA. Alors j'avais une petite remarque pour Claire, parce que vos enquêtes sont au nord de la France, localisées à Marseille, nous préférons l'huile au beurre, et je pense qu'il y a un effet génération qui perdure. Oui, et régional. Une petite remarque. Et régional, comme Philippe Cardon nous l'a souligné. Régional, comme Philippe l'a... Mais même dans le Nord, vous voyez, on a quand même, enfin dans le Nord, entre guillemets, on a quand même un tiers des personnes qui préfèrent l'huile au beurre. Oui, d'accord. Alors moi j'avais une question pour Philippe, donc merci pour vos deux interventions. J'avais une question sur l'effet générationnel parce que je voulais savoir si d'un point de vue prospectif, on pouvait prévoir l'évolution en fait d'un effet générationnel, c'est-à-dire est-ce que les habitudes, c'est-à-dire en termes de rythme et de prise de repas, chez les plus jeunes, va se maintenir ou est-ce qu'on aura une inflexion? Ça, c'était ma première question. Excellente question. On ne fait pas de prospective en fait en sociologie. Par contre, la question qui est là derrière, c'est de savoir si c'est la question des effets du cycle de vie. Parce que si on travaille en suivi de cohorte, même population qu'on suit, on sait que les effets du cycle de vie, c'est-à-dire quand on est célibataire étudiant, quand on commence à rentrer en couple, qu'on a un couple installé, qu'on a un couple avec des enfants, on sait que tous ces éléments, ces moments de ces différents cycles de vie sont des facteurs qui vont conduire à modifier. Et donc, d'une manière prospective, ça veut dire que rien n'est jamais complètement acquis, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions possibles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend quelle est la focale sur laquelle on fait l'observation. Enfin, quelle focale on va utiliser. Après, la question qui se joue là derrière, c'est si on croise ça avec la question des générations, si j'ai bien compris la question. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes générations aujourd'hui vont connaître des évolutions différentes qui vont faire qu'à un moment de cycle de vie identique pour les générations actuelles, on va avoir une transformation. Non, est-ce qu'on a déjà des données là-dessus, sachant qu'on est quand même dans une société de nomadisme. Alors il y a une enquête qui a démarré, une grosse enquête sur un suivi de cohorte sur une vingtaine d'années. Là. On se retrouvera dans 20 ans, je pense qu'on aura des résultats. On saura plus tard. Réponse dans 20 ans. Non mais franchement c'est une question qui est compliquée parce qu'elle implique beaucoup de choses. On ne sait pas non plus quelles seront les normes d'ici 10 ans, 5 ans. Donc... Oui, parce qu'on a des modes de consommation quand même qui sont très différents chez les jeunes. Hein, et quand je dis nomadisme, c'est aussi à l'intérieur de la maison, hein, de la structure familiale. Donc est-ce que ça va se répercuter ou est-ce qu'il y aura une inflexion? Est-ce qu'on a... voilà. J'aurais beaucoup de mal à répondre en fait là-dessus. Et j'avais juste une deuxième question. Est-ce qu'on a connaissance de la part du budget des ménages consacré donc, à cette alimentation, alors intergénération, et est-ce qu'on voit des effets après chez la personne âgée? Sur la question des budgets, alors il y a deux choses. La première, c'est que la part du budget alimentaire alloué en fonction du milieu social n'est pas la même. Ça, c'est quelque chose qui est classique. Après, ce que l'on voit, c'est qu'à budget identique, il y a une forte variation en fonction du milieu social. C'est-à-dire que si on prend ouvrier employé,
à budget identique, le type de consommation alimentaire ne seront pas du tout les mêmes. Donc l'effet budget, mais ça c'est un classique en sociologie, il est modulé, il est travaillé entre guillemets en fonction du milieu social. Donc ça, oui, on connaît des choses. Et sur la question de ma typologie sur les styles alimentaires, je l'ai pas introduit en fait dans l'exercice là que j'ai présenté, cette variable budget, mais on le prend en compte. Donc il y a une variabilité. Enfin, le budget, oui, il est pris en compte. Alors une dernière question, je ne sais pas si c'est auprès de Claire ou auprès de Philippe que vous souhaitez. Oui, c'est auprès de Madame Sulmon-Rossé. Bonjour, je suis le docteur Rouer Saporta, je suis psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, mais je suis aussi la présidente du comité de liaison pour l'alimentation et la nutrition à Sainte-Anne, hôpital où je travaille principalement. C'est à ce titre-là que j'ai été très intéressée sur l'étude sur l'état nutritionnel, et pas seulement, bien sûr, les appétences alimentaires des patients âgés en l'occurrence. Je suis un peu frappée, parce que vous avez bien souligné que c'est l'état nutritionnel de ces patients ou de ces sujets en l'occurrence qui vous intéressait, que l'index de masse corporelle était élevé. C'est-à-dire que vous avez un index de masse corporelle qui est entre 26 et 28, donc dans le surpoids. Or, nous savons tous que le risque est plutôt un risque de dénutrition. Le clan a travaillé là-dessus dans la plupart des hôpitaux, puisqu'on sait que les patients hospitalisés, sauf peut-être nos psys, sont à risque de dénutrition. Or là, ils ne sont pas dénutris. Donc, première question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de travailler plus spécifiquement sur les patients âgés étant dénutris, parce qu'on peut imaginer que leur aspect physiologique ou psychologique sont un peu différents, donc essayer de ségréguer ça. Deuxième question, peut-être un peu plus pointue, je n'ai pas entendu la proportion, mais j'ai peut-être pas été attentive, de femmes et d'hommes dans votre population totale. Et est-ce que vous avez fait un lien, j'ai vu qu'il y avait des sextrations après, mais est-ce que vous avez fait un lien entre le statut hormonal des femmes, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une substitution hormonale de la ménopause ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a des liens entre la perception de certains goûts et les hormones féminines. Merci. Alors, la première question est vraiment une excellente question. Effectivement, en fait, on a affaire à des obèses dénutris. Donc, voilà, c'est vraiment la grande problématique, c'est que on a utilisé le Mini Nutrition Assessment. On a également effectué des mesures d'impédance, donc qui permettent de mesurer, on va dire grossièrement, la masse musculaire. Je vais faire simple, même si dans les faits c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et en fait, c'est une problématique en train d'émerger, c'est que chez ces populations âgées, le BMI n'est pas un très bon indicateur. On a croisé nos données de BMI, nos données de Mini Nutritional Assessment, d'évaluation, qui combine, ce questionnaire combine des questions. Est-ce que vous avez perdu du poids? Combien de protéines vous mangez? Enfin, combien de viande vous mangez par jour? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous êtes dépressif? Il y a une trentaine d'items à peu près qui combinent, qui est un peu multifactoriel, avec des mesures anthropométriques et des questions plus sur les habitudes alimentaires. Donc, il y a un panneau, je pense, plus un panorama plus complet de l'état nutritionnel de la personne que juste le BMI. Et en fait, effectivement, c'est une vraie problématique pour le futur, c'est qu'on a des obèses, mais qui sont dénutris, qui n'ont plus de masse musculaire, donc qui ont les mêmes problèmes, finalement, en termes de dénutrition, que d'autres personnes ayant un BMI, on va dire, plus normal, enfin, moins élevé, donc à risque de dénutrition. Et en fait, c'est effectivement, je pense que c'est vraiment un enjeu. Vous avez bien fait de le souligner. C'est que quand médecin, j'imagine, voit arriver dans son cabinet une personne âgée qui est obèse, il va se dire celle-là, elle n'a pas de problème de nutrition. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que justement, elle peut être dénutrie et elle va être susceptible d'avoir toutes les pathologies associées à la dénutrition comme une personne plus maigre. Et là, à l'heure actuelle, je suis pas sûre qu'on ait, à part ce questionnaire et qui a des limites, on l'a vu dans notre étude, les bons outils pour dépister ces personnes-là. Et on va y être de plus en plus confrontés. Ça, c'est vraiment une évidence. Donc ça, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais effectivement, nos personnes ont un BMI élevé, mais elles sont quand même dénutries ou à risque de dénutrition. On l'a vérifié par ailleurs. La deuxième question, donc, c'était en ce qui concerne la proportion de femmes, donc je vous ai remis ici.
Alors, on n'est pas tout à fait... en fait, notre échantillon a été fait à partir des données nationales, d'enquête nationale, mais en essayant quand même un petit peu d'équilibrer les choses pour pouvoir observer des choses. Et cette distinction homme-femme, en fait, si elle ne ressort pas dans mes tableaux suivants, c'est qu'il n'y a pas de différence statistique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, par exemple, concernant le style de mangeur ou concernant les capacités chimiosensorielles. Alors, on dit souvent que les capacités chimiosensorielles diminuent un petit peu plus tardivement chez les femmes, mais le plus tardivement, c'est, bon, chez les hommes, on va dire, c'est aux alentours de 50, 55 ans, chez les femmes, 60, 65 ans. Donc, dans la population qu'on a enquêtée, je pense qu'on était de toute façon au-delà de on était au-delà de ces âges-là. Voilà. Merci. Alors, on a une dernière question, je crois, avec le micro. Oui, bonjour. Monique Ferry. Je vais venir un peu au secours à la fois de Claire et de Philippe et de Madame Saporta aussi, pour vous dire justement que quand on vieillit, le body mass index, l'indice de masse corporelle, est un très mauvais exemple puisqu'on a une composition corporelle qui est différente et sous le même indice de masse corporelle, on peut avoir des compositions corporelles complètement différentes. Claire a raison de souligner qu'on peut être obèse et sarcopénique, c'est-à-dire ne pas avoir de masse musculaire, c'est vrai. Mais on peut considérer aussi qu'on a des gens qui sont en parfait état de santé et qui ont des indices de masse corporelle qui sont à 25-26, qui est considéré comme étant normal au-delà de 70-75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à des gens qui ont des âges complètement différents, selon qu'ils ont 74 ans ou 87 ans. Et c'était le second élément que je voulais souligner, qui est le fait que quand on parle, et elle a raison aussi de parler de sélection des aliments, quand on parle de sélection des aliments et qu'on a 85 ans, qu'on est en maison de retraite, on peut sélectionner des aliments simplement parce qu'on a mal aux dents, qu'on a des dents qui n'ont pas une fonction efficace, ou qu'on a des troubles de déglutition avec des fausses routes, auquel cas on va sélectionner des aliments qui seront plus faciles à manger que d'autres. Donc en fait, il y a toute la sensorialité, toute la préservation du goût, toute la préservation de l'intérêt de l'alimentation, mais il y a également le fait qu'on a des capacités plus ou moins différentes et divergentes en fonction des âges et en fonction des situations dont vous venez de parler tous les deux, qui sont tout à fait exactes. Eh bien, merci beaucoup, docteur Monique Ferry, une spécialiste en la question, de votre éclairage.